Allez, on va pouvoir démarrer. Donc, ce soir, je suis avec Maxime. Salut Max, tu nous entends? Ouais, très bien, bonsoir à tous. Bon, Max, ce soir, on aurait aimé te voir en caméra, mais je crois qu'on aura juste ta petite photo de profil pour ce soir. C'est pas grave. Ce que tu as à nous raconter, ce sera à l'audio, donc ce sera le plus intéressant. On verra pas ton débardeur Open Tree ce soir, mais on fera sans. Merci d'être là ce soir. On était, je pense, le plus grand nombre d'inscrits jusqu'ici pour nos lives qu'on a commencé au début de l'année 2024. On était, je crois, presque une cinquantaine à être inscrits ce soir. Preuve que le sujet a dû vous intéresser. Nous sommes le 30 octobre. On est pour la plupart en période de coupure ou de reprise après une saison bien chargée en triathlon. Et le sujet de ce soir, c'est la méthode pour planifier sa saison 2025. On est le 30 octobre, je le disais. Qu'est-ce qu'on fait dans les semaines qui viennent? Comment est-ce qu'on fixe ses objectifs pour 2025? Est-ce qu'on le fait maintenant? Est-ce qu'on le fait plus tard? L'idée, c'est vraiment de déconstruire pas à pas les étapes pour se préparer déjà à 2025 avec les bons objectifs, le bon cycle hivernal, on va le voir, d'entraînement pour poser les fondations de la saison à venir. Donc, on va avoir pas mal de sujets très intéressants à aborder ce soir. N'hésitez pas tout au long de la présentation, vous avez donc le chat en bas à droite. Posez vos questions. Moi, je les vois. Je les pose à Maxime en même temps. Et puis, euh, et puis on va faire comme ça. L'idée, c'est que ce soit interactif et que ça serve à tout le monde. Hop, je vais pouvoir lancer. Dites-moi juste dans les commentaires si c'est OK pour la diffusion du support, histoire qu'on puisse lancer et Donc, démarrer. ouais. Déjà sur le titre, il y avait déjà quelque chose d'intéressant. C'était le fait qu'il y ait le mot méthode, qu'il y ait planification et qu'il y ait réussir. Euh, il y a déjà un peu cette idée de se dire qu'en fait, pour réussir, il y a déjà des choses à mettre en place avant et que c'est pas forcément le fruit du hasard et qu'il y a il y a toute une démarche à mettre en place avec des choses qui payent et des choses qui font que ça ne fonctionnera pas sur cette partie-là. Exactement. Et c'est pour ça qu'on fait ce live-là le 30 octobre et qu'on le fait pas le 1er mars. C'est que ça commence maintenant. Allez, je lance officiellement parce que la vidéo sera sur YouTube, donc il faut juste que je donne le bon go pour démarrer. Salut à tous, je suis ravi de vous recevoir ce soir pour discuter de la méthode pas à pas pour planifier et réussir sa saison 2025. Je m'appelle Charlie, je suis le créateur d'OpenTree et je suis accompagné de Max, qui est notre entraîneur principal. En 2 minutes, si vous nous regardez sur YouTube et que vous ne connaissez pas OpenTree, nous sommes une appli d'entraînement spécialement pensée pour les triathlètes débutants et confirmés. Nous, notre objectif, c'est de vous accompagner toute l'année avec les bonnes séances d'entraînement et le bon accompagnement par nos coachs, par la communauté pour vous permettre d'atteindre vos objectifs sportifs. Et donc, pour faire ça, l'expert du coaching, je l'ai avec moi ce soir, notre coach principal, c'est Maxime, qui va nous expliquer comment on va préparer sa saison 2025, comment est-ce que là, on est le 30 octobre, on gère sa coupure et sa phase de reprise, comment est-ce qu'on détermine ses objectifs pour l'année à venir, et surtout, comment est-ce que vous allez vous entraîner dans les mois à venir, dès novembre, décembre, pour poser les bonnes fondations pour 2025. Maxime, est-ce que tu as un mot pour introduire ce sujet-là? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux dire pour lancer le sujet? Bah, déjà sur cette partie-là, en fait, c'est de se dire qu'on va pas à pas commencer à construire sa saison, à se projeter déjà sur ce qu'on va faire l'an prochain, qu'on ait une idée précise des courses qu'on va faire. On est déjà inscrit, j'ai déjà mon dossard pour 2025.
ou alors j'ai une vague idée de ce vers quoi je vais m'orienter, vers quelle période, et la démarche est la même. Les choses sont peut-être moins cadrées, se dire je vais faire telle chose, telle chose, telle chose, mais le process est globalement le même d'une préparation de saison. D'ailleurs, c'est intéressant. N'hésitez pas à nous dire dans le chat où vous en êtes dans votre préparation de 2025. Est-ce que les objectifs sont déjà clairement identifiés ou pas? Est-ce que vous savez où vous allez courir et sur quelle course vous voulez performer ou pas? Histoire qu'on ait un peu une idée de là où vous en êtes. Et si c'est encore très flou, eh ben, j'espère que le live de ce soir vous donnera envie de passer à l'action et de prévoir dès maintenant votre saison 2025. On prend vos messages et pendant ce temps-là, on démarre le déroulé. Max, la première étape, finalement, quand on parle de préparer sa saison 2025, finalement, c'est peut-être déjà d'encaisser celle qui vient de se terminer et de faire une belle transition entre les deux. Ouais, en fait, nous, du coup, sur la présentation globale, on a essayé de décrire étape par étape ce qui allait se passer sur la saison pour commencer à la construire. Cette première étape, quelque part, ça va être les bases, c'est de prendre le temps de récupérer sur tout ce qui s'est passé sur cette saison-là, sur l'aspect physique, euh, beaucoup psychologique aussi, de se reposer et de repartir frais sur la suite. Il y avait un podcast du coup sur devenir triathlète qui est paru là-dessus il y a quelques jours et je trouvais cette idée intéressante. Il y a pas mal des contenus qui ont été abordés. Je vais en remettre quelques-uns. Euh, du coup, sur cette période-là de coupure, en termes de période, euh, pour moi, c'est bien d'en faire 1 à 2 semaines à la fin de sa saison, parce que je pense que ça permet de prendre un break, de souffler et, euh, et de se dire, en fait, je vais me reprojeter sur la suite, euh, sur des bases qui sont saines et où je suis frais et disponible pour pour repartir sur une autre saison. Combien de temps? On avait 1 à 2 semaines en octobre. En général, moi, j'aime bien faire aussi 3, 4 jours début avril, juste avant de lancer la saison, pour me dire que quelque part, je vais assimiler tout ce qui s'est passé sur la période hivernale et que je vais basculer sur l'autre partie de période de compétition. Et je trouve ça intéressant sur cette période-là et aussi en général de prendre quelques jours jusqu'à 1 semaine début juillet pour en général breaker un petit peu et assimiler tout ce qui s'est passé sur la première partie de saison et se dire en fait je suis à nouveau frais pour repartir sur la deuxième partie de saison. Donc pour moi 1 à 2 semaines c'est une période qui est nécessaire. Je pense que au-delà de 2 semaines on commence à rentrer dans un process de désentraînement et on va avoir une phase de reprise qui va être plus longue pour déjà retrouver un niveau de condition physique qui va nous permettre de rentrer déjà dans l'entraînement plus tard sur des intensités. Et au-delà de 2 semaines, je trouve qu'on prend un risque physiquement et sur cette période de reprise justement d'avoir des blessures qui peuvent arriver. Donc j'ai rajouté une partie sur justement la vigilance de la reprise et qu'elle soit progressive et quelque part faire un peu ce deuil du niveau qu'on avait juste avant la coupure, du niveau 2 semaines après, qui n'est pas du tout le même, et prendre le temps de la reprise sur 3, 4 semaines, justement le temps que le corps se réadapte à un processus d'entraînement, et après on peut remettre des choses en place. Et Euh, c'est intéressant ce que tu dis, Max, là. C'est que, en fait, de 1 à 2 semaines maximum. Mais par contre, tu t'ouvres à en refaire des petites dans l'année au mm, moment où tu sens que potentiellement tu t'as accumulé pas mal de charges, de fatigue peut-être, et peut-être juste de un peu de fatigue mentale aussi. Donc peut-être qu'elle soit pas trop longue celle-ci, mais de se permettre d'en avoir des petites aussi dans l'année. Ok, très intéressant. je trouve Et, qu'elles et impactent moins elles impactent moins la saison de prendre 3, 4 jours. Je trouve que ça nous permet de vraiment souffler, de repartir. Ça a quasiment aucun impact sur notre niveau global. Je pense qu'on va avoir 3, 4 jours qui vont être un peu difficiles pour se remettre en route.
et que derrière ça revient assez vite et qu'on a un niveau de fraîcheur mentale pour se réinvestir à nouveau sur une partie de préparation qui est bien supérieure. Et je trouve que le gain est bien plus important à faire quelque chose comme ça plutôt que de se dire bah je repars sur une préparation directe deuxième partie de saison et voilà. Et je trouve qu'on a un meilleur état de fraîcheur psychologique à refaire d'autres courses derrière. Ouais. Ok. La question qu'on nous pose souvent sur la coupure, concrètement, alors on l'a compris pour la durée, maintenant c'est qu'est-ce que je fais pendant la coupure? Est-ce que je fais rien du tout et j'ai le droit vraiment de n'avoir aucune activité physique? Est-ce que c'est j'en fais un peu à l'envie? Est-ce que, alors ça, la troisième question que j'allais te poser, en fait, on y a pas mal répondu dans le podcast justement avec Hermano sur ce sujet, c'est est-ce qu'on peut faire d'autres activités? Nous, on semblait dire plutôt que oui, mais je suis preneur de ton regard de coach aussi. Qu'est-ce que toi, tu mets comme activité ou comme repos dans une coupure classique? Moi, en fait, sur cette partie coupure, j'aime bien ne rien mettre parce que je trouve qu'en fait, quand les gens se disent bah j'ai une ou deux séances sur ma partie de coupure, bah je suis encore dans le process d'entraînement à me dire bah faut que je fasse ça à tel endroit, tel endroit. Et en fait, je trouve que c'est bien de se décrocher de ce process d'entraînement et de se dire qu'on a si j'ai envie d'aller faire ça, bah je vais faire ça. Si j'ai envie d'aller faire autre chose, je vais faire autre chose. Si j'ai envie de rien faire, je ne fais rien. Et j'ai pas cet aspect de me dire bah je culpabilise parce que j'ai pas fait telle séance, telle séance. Et ça permet de vraiment complètement décrocher et de pas se sentir observé, voire jugé sur ce qu'on va faire en termes d'entraînement. Et après, je pense qu'en termes de pratique, ça dépend vraiment des gens. Et et de leur volume hebdomadaire d'entraînement. Je pense que pour des gens qui sont habitués à s'entraîner 15-20 heures semaine, se dire bah du jour au lendemain je vais rien faire, ça va être quelque chose de très difficile pour eux. Euh, et ils vont se rendre compte qu'ils ont finalement beaucoup de temps dans leur quotidien pour faire autre chose. Je pense que pour des gens qui sont habitués à faire 3-4 heures par semaine, c'est beaucoup moins impactant de se dire bah je vais rien faire. Voilà. Moi, en général, ce que je conseille, c'est d'être largement en dessous des 50% du volume hebdomadaire qu'on fait sur cette période-là et d'accepter de se dire que bah je fais rien ou je vais faire une autre activité ou je vais faire une activité du triathlon. Mais voilà, pas forcément de cadre. Et voilà, et la seule limite, c'est de se dire qu'on en fait moins pour qu'on soit vraiment dans une phase de récupération et qu'on soit frais et disponible plutôt que d'arriver fatigué sur bah, tout un début de process d'entraînement hivernal qui est assez long quelque part. Ouais, l'idée, c'est vraiment de repartir avec les batteries totalement rechargées. Mm. Et après ça, après cette période de coupure, ou peut-être un peu en même temps, il y a finalement l'étape suivante qui est celle du bilan. Avant même de réattaquer une saison, Mm. en fait, l'étape suivante, c'est aussi de vouloir faire les choses un peu mieux que la saison passée. Et donc, il y a besoin de passer par cette étape-là où on va regarder ce qu'on a fait la saison passée, en 2024 en l'occurrence, pour en tirer des leçons pour l'année à venir. Mm. Alors ça, concrètement, comment tu le fais? Qu'est-ce que tu nous conseilles sur cette partie-là? Bah du coup, moi j'aime bien regarder un peu tout ce qui s'est déroulé dans l'année et me dire je vais garder trois choses positives qui se sont passées dans ma saison, trois choses que j'aimerais voir évoluer, voir de plus voir sur certaines courses et ça quelque part ça va déjà donner une tendance sur notre bilan et ça va nous permettre de nous projeter sur la saison à venir. Donc moi j'avais mis sur cette partie réussite échec et sur cette partie bilan on peut faire un bilan soit par discipline donc se dire bah cette année je suis content parce que j'ai réussi toutes mes parties natation et que c'est quelque chose de très positif qui ressort sur l'ensemble de mes courses sur toute la saison. Euh, on peut faire un objectif aussi en fonction des compétitions qu'on a fait et des distances. Bah, par exemple, sur triathlon sprint, ça s'est très bien passé cette année. Par contre, dès que j'ai voulu faire plutôt des formats M ou des formats un petit peu plus longs, bah, ça a été plus compliqué pour moi. Donc, ça peut être aussi une forme d'approche pour faire son bilan. Euh,
On peut regarder aussi tout bêtement la partie physio, se dire j'étais en capacité de courir à 5 minutes au kill sur 5 km l'an dernier. Cette année, je suis plutôt aux alentours des 4,40 pour le même pour la même fréquence cardiaque, pour le même type d'effort. J'ai eu telle progression d'un point de vue physio. On peut faire aussi sur un aspect technique. Donc ça peut être évaluer ses compétences sur une descente en vélo, par exemple, dans un col. Se dire en fait c'est quelque chose que j'arrivais pas du tout à faire l'année d'avant. Cette année j'ai réussi à descendre bien plus vite, à prendre des meilleures trajectoires. Euh, et voilà, et regarder aussi sur ce bilan la construction du calendrier qu'on a fait de manière globale sur toute l'année et voir ce que ça nous a apporté. Sur cette période-là, j'étais plutôt à tel niveau de forme, les compétitions se sont bien passées. Sur cette partie-là de saison, j'ai fait à peu près tel contenu d'entraînement, ça s'est peut-être moins bien déroulé. Et du coup, ça nous permet de nous dire, en fait, c'est peut-être plutôt ça qui me réussit en termes d'entraînement. Et ça me réussit pas trop et je suis pas vraiment en forme et compétitif sur cette période-là de l'année. Ouais. Et là-dessus, ça peut paraître un exercice un peu complexe, Mhm. dont on peut se dire qu'il n'est pas fait pour nous parce que on n'a pas de grandes ambitions de performance. La réalité, c'est que même à un niveau où on veut juste se faire plaisir, être capable de voir ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, c'est toujours une mine d'informations hyper précieuse pour pouvoir faire une meilleure saison, même si c'est une saison de triathlon de plaisir, la saison d'après. Et là-dessus, c'est pas non plus un truc qui doit vous prendre des heures. C'est-à-dire que même en se posant 1 heure avec une feuille de papier, vos stats de compétition, d'entraînement, en fait, ça suffit déjà pour déceler les grandes lignes et pour se dire, OK, voici là où j'ai bien réussi et il faut que je creuse, là où j'ai mal, moins bien fait les choses et où il faut que je m'améliore. Vraiment, même pour les grands débutants et pour des premières saisons, même où on veut se faire plaisir, cet exercice-là, il est toujours riche d'enseignements. Ouais, pour les débutants, même si on n'a jamais fait de triathlon, on peut très bien se dire aussi, j'ai déjà pratiqué de la natation, du vélo, de la course à pied. Euh, je sais que si je veux me lancer sur un triathlon sprint dans l'année, et qu'en séance de natation, je vais avoir du mal à passer 500 mètres, 1 kilomètre, je sais que déjà sur mon année à venir, je vais devoir travailler cet aspect-là parce que c'est quelque chose qui peut me pénaliser dans la pratique d'un triathlon et dans l'objectif de réussir cette course-là dans l'année à venir. Ouais. On n'a pas trop abordé aussi lors des bilans, donc cette partie fusion, on l'a faite. Partie matériel aussi, se dire, en fait, mon matériel convient pour la saison, pour la saison que je vais faire, il est adapté à ma pratique, ou je me lance sur d'autres distances, je sais que ce matériel-là va peut-être être moins adapté à ma pratique. Euh, Typiquement la partie vélo, se dire en fait je me projette déjà dans ce process d'acquisition d'un vélo sur cette période octobre, novembre, décembre, voire janvier. Mais en fait je sais que je vais devoir passer du temps dessus et va y avoir un process d'adaptation à mettre en place. Et plus tôt c'est réalisé à travers cette partie bilan, plus vite je vais être en capacité de d'avoir un meilleur niveau en vélo et de m'impliquer dans cette pratique-là. Quelqu'un qui va changer de vélo sur la partie avril-mai, 3 semaines avant un triathlon, quelque part va déjà se pénaliser là-dessus. Ouais. Ouais. Et sur ce point-là, des bilans, du temps de remettre un peu tout en ordre avant de démarrer la saison, moi, ça rejoint une question qu'on a eue là dans le chat sur comment est-ce que Louise qui nous demande comment est-ce que je gère des périostites à répétition. Alors, notre rôle, ça va pas être de donner des conseils concrets, à part de te rapprocher de ton kiné ou de ton doc, Louise. Mais par contre, c'est clairement le genre de choses à régler à ce moment-là. Et il Mm. faudra, avant de redémarrer la saison, être sûr que tout est revenu dans l'ordre. C'est pareil, si vous avez des bilans nutritionnels, des études de positionnement sur votre vélo.
C'est le moment de le faire là. Des semelles podologiques, c'est pareil. Là, c'est vraiment le moment où on va relâcher et où il faut qu'on reparte avec toutes les armes possibles, quoi. Donc vraiment, il faut vraiment considérer que ça va peut-être durer un peu plus longtemps, mais faut avoir bouclé ces sujets-là avant de repartir sur une autre saison. Et toute la partie, oui, suivi médical aussi, bah, ostéo, kiné, médecin, dentiste aussi, voilà. Ok, donc on a traité les deux premiers points. Comment est-ce que je gère ma coupure? Pendant cette coupure, je fais mon bilan de la saison pour m'aider à garder des points forts pour l'année d'après. Maintenant, le sujet d'après, c'est comment est-ce que je m'organise? Quels moyens je vais avoir pour m'entraîner l'année prochaine? Et ça peut paraître un peu obscur, mais tu vas nous expliquer, Max, c'est aussi une étape hyper importante et nécessaire quand on construit sa saison à venir. En fait, à travers cette étape et à travers les moyens, ça va déjà être quelque chose qui va nous permettre de cadrer ce qu'on souhaite mettre en place sur la suite et d'avoir une adéquation entre nos moyens et nos objectifs. Et bah, quelque part, si on n'a déjà pas les moyens en termes de temps, en termes de moyens financiers, en termes d'énergie de pouvoir réaliser cet objectif, bah, c'est que cet objectif ne nous correspond pas sur l'année à venir. Euh, du coup, on avait estimé une partie de son temps disponible, de son agenda, pour pouvoir caler des entraînements. Alors, j'aime bien prendre ça un petit peu en termes de repères, mais se dire que si j'ai 2, 4 heures d'entraînement par semaine à consacrer, bah, je vais plutôt m'orienter vers du sprint. Si j'ai entre 4 et 6 heures, plutôt vers un format M. Si je m'oriente sur un format plutôt long, être entre 6, 8 heures par semaine, ça me paraît être quelque chose de cohérent sur une bonne partie de l'année. Et si je m'oriente vers un Ironman, bah, je dois être en capacité de passer 8, 10, 12 heures d'entraînement par semaine sur une large période de l'année pour être en capacité de finir cette distance-là. Après, si on a un objectif de temps, de performance, bah forcément le temps va être aussi lié à notre niveau et au niveau que l'on peut atteindre pour cette performance et pour ces objectifs-là. On avait mis aussi les moyens financiers parce que ça va être lié si on veut s'orienter sur des courses, bah, notamment longue distance, à travers la France ou à travers l'Europe ou à travers le monde. Bah, les moyens financiers vont être plus ou moins conséquents. Euh, donc voilà, donc c'est se rendre sur les compétitions, avoir le matériel adéquat. Souvent, on va se dire aussi, bah, on va prendre un logement, on va se déplacer. Enfin voilà, tout ça, ça a un coût et qui commence à devenir de plus en plus important. Donc vérifier qu'on a les moyens financiers pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et en termes d'énergie et d'implication, donc c'est se dire aussi, bah, je vais avoir ces moyens de temps, ces moyens financiers. Quelle implication ça va me demander concrètement pour atteindre ces objectifs-là. Donc quelle va être mon organisation d'entraînement dans la semaine, quelle trame de construction je vais avoir, quel impact ça va avoir aussi sur ma vie professionnelle et sur ma vie personnelle, bah, d'avoir ce temps disponible pour m'entraîner. Ouais. Et ça, moi, j'ajouterais là-dessus que faut pas non plus ni nourrir de fantasmes là-dessus en se disant je veux absolument boucler mon Ironman l'année prochaine et il faudra que ça passe quoi qu'il arrive. Mm. Parce que dans les faits, c'est très difficile si vous n'avez pas le temps, les moyens financiers, les dispositions professionnelles ou familiales pour le faire. Et il y a pas de complexe à faire ça sur 2, 3 ans. Mm. Un défi en triathlon, ça peut se construire sur plusieurs saisons. On n'est pas obligé d'aller cocher les cases. Je pense notamment aux débutants, tout de suite d'aller taper un longue distance, voire un Ironman. Ça, c'est des choses qui, alors, au-delà du point de vue physiologique, aussi en termes de temps, d'implication, nécessitent de se mettre en place. Donc, vraiment, vous mentez pas quand vous faites le bilan de votre début de saison sur le temps que vous allez pouvoir y consacrer.
parce que faire une prépa avec du volume manquant pour préparer du longue distance, il y a forcément un moment où ça va coincer. Vraiment, si c'est un projet qui prend 2 ans, il prendra 2 ans. C'est pas, il y a vraiment pas de souci là-dessus et vaut mieux être honnête avec soi-même, avec son agenda, avec sa famille, avec son boulot, pour être sûr d'être dans les bonnes dispositions, parce que sinon on essaye de faire rentrer des carrés dans des ronds et il y a forcément un moment où ça marche pas, quoi. C'est ça. Euh, Autre chose, Max, sur cette partie moyen ou on passe à la suite? Bah non, j'ai à peu près fait le tour, mais voilà. Ok. C'était ça. Puis ouais, bah moyens financiers aussi pour tout ce qui concerne enfin la partie matérielle et essayer de d'étaler ou justement de prioriser certaines dépenses par rapport à d'autres. Donc d'essayer de d'investir sur les choses qui sont vraiment prioritaires et de moins investir sur ou d'investir plus tard sur des choses qui sont moins prioritaires. Je sais pas, par exemple, si vous devez changer de vélo et de matériel sur le vélo, bah le plus important ça va être d'abord d'investir sur le vélo sur la partie hivernale pour avoir le temps de s'adapter, et la partie matérielle ça peut peut-être arriver plus loin dans la saison parce que ça va moins vous pénaliser pour votre préparation. Ouais, très clair. Et il y a Eric qui nous confirme dans le chat que oui, un Ironman c'est chronophage. De tête, je crois que Eric il était sur l'Embrunman ce mois d'août. Donc effectivement, pour préparer Embrun, il y a quelques heures d'entraînement à caler sur les mois précédents. Et l'idée, c'est de se dire Donc aussi que je me donne toutes les chances d'atteindre cet objectif et que ça se passe bien aussi. Enfin, pour moi, c'est dire qu'on est débutant, on se lance dès sa première année sur un Ironman. Bah, en fait, il n'y a pas que cette partie-là, entraînement matériel, mais on va avoir aussi toute la partie logistique à gérer, euh, toute la partie nutrition aussi. Et c'est quelque chose qui demande de l'expérience sur des distances inférieures pour vérifier que tous les autres process sont maîtrisés et se passent bien. Ouais. on a donc vu les 3 premières étapes. On gère sa coupure, on fait le bilan de son année et on fait le prévisionnel des moyens qu'on va avoir à disposition pour l'année à venir. Et maintenant, on entre dans le concret. L'étape d'après, c'est on va pouvoir commencer, et c'est ce qui nous excite tous le plus, à penser à nos compétitions clés pour l'année à venir. Alors, pas mal de questions avant même d'avoir les questions du chat. Je sais qu'il y aura des questions là-dessus. Et la première, c'est souvent, combien de compétitions clés je peux placer dans mon année raisonnablement. Donc déjà sur ce chiffre, ça dépend évidemment des distances qu'on va parcourir. En termes de compétition clé, je pense que sur sprint, partir sur 6-8 compétitions qu'on a envie de réussir, c'est quelque chose d'atteignable. Euh, sur euh, sur triathlon M, on va être plutôt aux alentours des 4-5 sur 73, plutôt 2-3 voire 4 si on a pas mal d'expérience sur l'année. Et Ironman, vraiment un ou deux grand maximum. Je pense que au-dessus, sauf si on a d'énormes qualités, qu'on s'entraîne beaucoup et qu'on a beaucoup d'expérience pour encaisser ça, mais voilà. Et c'est pas cumulatif, se dire je vais avoir mes 6-8 sprints, après mes M, après mes 70 tours et tout. En fait, c'est au-delà de l'aspect physique, c'est aussi l'aspect mental et la gestion de ce genre de course et l'énergie que ça demande pour réussir ce genre de course. Ah, ça m'intéresse, Max. C'est une clé de lecture qu'on voit pas souvent, de se dire qu'en fait, le nombre d'objectifs principaux peut être, enfin, est facteur de la distance que vous préparez. J'aimerais bien qu'on creuse un peu les cas de figure. Si je fais du S ou du M, donc tu nous as dit, je peux aller de 6 sur S à 4 sur M. Mm. Euh, Ça, est-ce que tu considères que dans ces cas-là, c'est plutôt des épreuves que tu vas rapprocher et que tu vas enchaîner à des moments clés de l'année, où tu vas, où je m'explique, où tu vas compter sur des pics de forme qui vont te permettre d'enchaîner 2, 3 compètes sur le même pic de forme, et que tu vas reproduire 2,
peut-être 3 fois dans l'année, ou est-ce que tu considères que on va plutôt essayer de monter en forme pour la première compète et qu'après on va essayer d'entretenir les choses? C'est quoi ton raisonnement derrière? En gros, l'idée à travers ça, c'est que la planification, elle est très différente entre du sprint et du longue distance. Sur du sprint, on va viser une période de forme qui va durer, allez, potentiellement 4, 6 semaines. Euh, et on va essayer de maintenir le meilleur niveau possible. Donc, il va y avoir des courses plutôt préparatoires et d'autres courses où on va essayer de viser des meilleures performances. Alors que si on s'engage sur un longue distance, bah quelque part on a plutôt une logique de planification one shot sur 1 semaine, 2 semaines d'état de forme quelque part. Et, euh, et en fait c'est un peu sur sprint, on va répéter beaucoup de courses, ça va être un peu une logique de préparation de sport collectif. On va se dire qu'on va viser une zone pour être très performant sur 1, 2 mois. Distance, c'est vraiment un seul objectif sur cette période-là, voire un moyenne distance préparatoire et un longue distance sur les 2, 3, 4 semaines à venir. Ok, hyper intéressant. Donc, si on fait 2 L dans la saison, on les enchaîne pas, quoi. On en met un en début de saison et un plutôt en deuxième partie. C'est ça, ou alors se dire qu'on fait un long préparatoire à un Ironman par exemple, et que le long on peut Ouais. le faire un peu sur le cran du dessous pour Ouais. pas se cramer, et que j'ai un objectif de test de matériel, d'allure, de nutrition, voir déjà si ça se passe bien sur la distance inférieure, Ok. et si j'ai un process qui est cohérent et que je vais chercher à répéter pour une distance supérieure. Ok, donc dans ce cas-là, on parlerait plus d'une compétition secondaire, vraiment de préparation Ouais, à c'est ça, c'est l'objectif principal. mettre un Ok, dossard, vivre tout ce process de compétition de bah j'ai toute la logistique à mettre en place pour me déplacer, je vais avoir ma nutrition d'avant-course, bah est-ce que ce schéma est cohérent, est-ce que je maîtrise tout le process bah d'installation de mon matériel dans le parc, de repérer le fonctionnement d'un parc, comprendre comment fonctionne une natation, enfin une partie vélo, une partie course à pied, d'essayer d'analyser comment va se passer ces parties-là, et je vais déjà mettre en place bah, tout ce process de faire une course. Ça rejoint un message de Clément dans le chat qui nous disait il a fixé son objectif principal, mais les secondaires sont encore en cours de réflexion. Mm. Les secondaires, ça peut être aussi des courses de préparation qui vont venir s'inscrire logiquement dans la prépa de ce premier objectif. C'est toujours, nous on le met dans tous nos programmes, une compétition 3, 4, 5 semaines avant la course que vous visez principalement. Ça peut considérer être des objectifs secondaires et il faudra passer par là pour répéter les choses. Donc ça peut vous aider à structurer une saison. Puis ça aide Euh, à prendre de l'expérience aussi, et bah, quelque part réussir un triathlon, bah, c'est rare qu'on y arrive du premier coup, et, euh, et en général bah, quand on réussit son triathlon, c'est qu'on a échappé à plein de galères, et en fait ces galères-là bah, faut les vivre sur d'autres courses avant pour se dire bah, en fait je sais comment résoudre ce truc-là et comment passer au travers. la question suivante après ça, c'est de se dire, maintenant que je sais combien raisonnablement je peux en faire, enfin la question qui va de pair, c'est quelle distance. Donc là, on a déjà commencé à répondre. Peut-être un point qui peut être intéressant à creuser, c'est, on commence à en parler, sur la progressivité au fur et à mesure des saisons. Qu'est-ce que tu recommandes, toi? Est-ce qu'il y a des choses, des repères un peu faciles pour aider à se projeter sur ce qu'on est capable de faire sur la saison suivante? En fait, pour moi, c'est se dire est-ce que j'ai maîtrisé le processus de course pour réussir sur un sprint, sur un M, sur un long, sur un Ironman, et se dire en fait si mon objectif c'est la performance, bah je vais chercher à progresser sur plein d'aspects pour améliorer mon temps sur telle course. Si mon objectif c'est de d'augmenter la distance et de devenir un athlète plus endurant, bah, ça va être de cocher toutes les cases intermédiaires et tout le processus pour me permettre de réussir un objectif plus long. Donc, encore une fois, progressivité
et c'est une progression en escalier. On valide la marche précédente avant de vouloir passer à la suivante. En fait, c'est un peu mettre des jalons quelque part qui font que je balise un petit peu mon chemin et euh, et c'est ça qui fait qu'en fait je vais réussir à planifier ma saison, c'est que j'ai plein de petits objectifs intermédiaires qui mis bout à bout permettent de me guider vers mon objectif final. Ok, c'est très clair. Et justement, l'objectif final, euh, on a des gens, je pense, qui nous écoutent, qui doivent vouloir terminer leur premier triathlon. D'autres qui, à mon avis, visent, je pense, jusqu'aux qualifications au championnat du monde amateur. Mm. Euh, Ça, c'est pareil, c'est un vrai critère. Sélectionner une course, c'est une chose, mais il faut aussi avoir une idée de ce qu'on va y faire parce que ça va impacter fortement la préparation des mois précédents. Ouais, puis c'est en fait cette idée d'objectif, c'est vraiment se dire j'ai deux, trois cases importantes dans l'année et choisis des jalons qui vont être cohérents pour atteindre cet objectif-là. Et en fait, on va avoir beaucoup de gens qui vont se perdre à se dire, en fait, je vais mettre 5, 6 dossards avec, je sais pas, un semi-marathon, je vais mettre un triathlon sprint, après je vais aller mettre un bike and run, je vais aller mettre plein de choses qui sont pas cohérentes pour me permettre, pour atteindre mon objectif qui est de réaliser un Ironman. En fait, faut qu'il y ait des jalons qui soient cohérents pour me dire, en fait, tout ça, ça mène à cet objectif-là. Et ça m'évite de me disperser, de partir dans tous les sens et de perdre de l'énergie à ça, alors que nous, on veut être focus sur mon vrai objectif, c'est ça. Ouais, ok. Donc ça, c'est pareil, hein, on se ment pas, on essaye de faire les choses clairement dès le début et faut être vraiment, faut définir ça précisément parce que c'est toute la prépa derrière qui en découle et un objectif qui est correctement ciblé, ça permet d'être dans la bonne direction dès le début de la prépa, dès maintenant, dès le mois d'octobre-novembre pour être ouais, dans les bonnes dispositions. Ok, donc là, on en est à l'étape où désormais on a fixé tu nous l'as dit, ça dépend de la distance, mais nos X objectifs sur l'année à venir. Ouais. Maintenant, comment ça se passe? Euh, Comment est-ce qu'on bosse la suite? Parce que finalement, là, ça y est, on a défini l'échéance. Je sais que je veux terminer, performer, prendre du plaisir sur cet événement-là. Maintenant, le compteur tourne, on sait combien de semaines il nous reste. Comment est-ce qu'on planifie la suite? Comment est-ce qu'on planifie l'entraînement pour pouvoir arriver avec le meilleur plan possible sur les mois qui nous séparent de la première compète? Alors, l'idée, c'est d'avoir un peu l'endroit final où on veut aller, de prendre notre point de départ et se dire, en fait, j'ai tant de temps pour réaliser ça. Euh, Qu'est-ce que je vais devoir mettre en place? Quelles sont les choses prioritaires sur chacune des étapes pour me permettre d'atteindre cet objectif, tout en sachant que faire une planification, je le dis souvent, mais c'est faire des choix. En triathlon, on a moyen de partir dans vraiment beaucoup de sens en termes de discipline, en termes d'intensité, sur d'autres disciplines pour essayer d'avoir un transfert. Il y a énormément de choses qui sont possibles. Et en fait, la vraie difficulté, c'est de faire le bon choix et celui qui va nous permettre de mieux progresser. Euh, du coup, on avait défini un peu cette partie en 4 phases. Euh, on passait sur la partie préparation générale, donc plutôt sur une phase hivernale. Pour moi, la vraie chose qui va se dégager cette période-là, c'est de se dire, j'essaye de combler un point faible sur cette période hivernale. Donc, je sais que je vais avoir des difficultés en natation pour mes triathlons parce que je débute et que c'est un des points qui fait que potentiellement je vais échouer sur mes triathlons et me dire en fait j'ai 3 à 5 mois pour combler cette partie-là, donc faut que j'investisse du temps là-dessus. euh,
Ce qui est Voilà. beaucoup, en fait. Ce qui est beaucoup, 3 à 5 mois, finalement. Ouais, c'est Cette énorme. prépa-là, ça nous laisse le temps de bosser un maximum de trucs. Euh, Concrètement, qu'est-ce que tu vas proposer aux athlètes? Alors, il y en a qui sont avec nous ce soir, aux athlètes qu'on va coacher pendant cette période hivernale. Alors, tu l'as dit, premier élément de réponse, on va plutôt essayer de bosser les points faibles, les difficultés. Mm. Euh, enfin, qu'est-ce que tu vas bosser d'autre typiquement? Je pense en termes de zone d'intensité notamment. On entend souvent que l'hiver, c'est le moment où on va faire du foncier. Est-ce que c'est comme ça qu'on va bosser cet hiver? Bon, en fait, sur cette partie-là, bah, c'est l'idée de combler un point faible. Donc, ce point faible, il peut être sur des disciplines, donc en natation, en vélo, en course à pied, euh, et investir du temps bah, sur ces disciplines-là. On peut prendre aussi cet aspect-là d'un point de vue physiologique, se dire, bah, en fait, euh, les zones d'intensité que je vais travailler vont me permettre d'améliorer ma vitesse, ma zone 5, ma zone 4. Euh, et en fait, l'idée de cette partie-là, c'est de se dire qu'il faut progresser euh, d'un point de vue physiologique sur telle discipline, telle intensité, essayer d'avoir une rotation parce qu'on peut pas faire bosser euh, la même intensité sur les trois disciplines en même temps parce qu'on va avoir un risque important de surcharge. Euh, et en fait, sur cette préparation générale, en fait, c'est de travailler toutes les disciplines, un peu toutes les intensités, celles sur lesquelles en général on va être en difficulté. C'est souvent que ça va être notre point faible. Donc, c'est l'occasion de travailler là-dessus. Si j'ai du mal à faire des séances avec du fractionné court, en fait, c'est parce que sur mon profil physiologique, je sais que j'ai des difficultés là-dessus. Et en fait, c'est ça qui va être mon facteur limitant à ma progression. Donc, plus je vais bosser dessus, plus ça va me faire progresser sur cette zone-là, qui est plutôt la zone 5 sur les valeurs hautes de zone. Et en fait, ces séances-là vont aussi avoir un impact sur l'ensemble de toutes les autres zones parce que c'est notre facteur limitant. Donc, une progression sur cet endroit-là de, je sais pas, par exemple en vélo, 20 ou 30 watts, en fait, c'est peut-être 20 ou 30 watts de plus sur toutes les zones qui vont être en dessous, toutes les Ouais. zones qui vont être au-dessus. On peut prendre la démarche inverse, des gens qui vont être très à l'aise sur des séances de fractionné et qui vont avoir plutôt un déficit sur les secteurs d'endurance, plutôt zone 2, zone 3 quelque part. Et en fait, la progression, le temps que je vais investir à développer ma zone 2, ça va avoir aussi un impact sur toutes les zones qui sont en dessous et au-dessus. Donc en fait, c'est cibler l'endroit qui va me permettre de progresser le plus sur l'ensemble de toutes mes zones. Ok, très intéressant. Donc vraiment, faut prendre le temps d'aller corriger ses faiblesses, c'est le moment de le faire. Et je me souviens aussi d'une autre visualisation des choses que tu nous avais données, c'est que en fait l'hiver, on va travailler les zones un peu extrêmes, c'est-à-dire plutôt à la fois de l'endurance très fondamentale, de la Z1, et des qualités de vitesse, donc plutôt de la zone 6, 7, et qu'après, au fur et à mesure de la saison, on allait se rapprocher des zones plus intermédiaires pour arriver finalement après, près possible, des zones de course. Ça, c'est bien comme ça que tu le construis. Moi, en fait, c'est un peu ma démarche parce que je trouve que la plupart des athlètes d'endurance négligent les zones très intenses et que le gros facteur limitant de beaucoup d'athlètes d'endurance, ça va être le manque de force. Et ça se travaille sur des intervalles très très courts, sur de la résistance au lactate, des efforts, je sais pas, de 30 secondes à 1 minute 30, 2 minutes, très intensifs sur du maintien. En fait, ça va aussi nous permettre, quand on fait du longue distance, de supporter des intensités plus élevées en bosse, ou alors quand on fait du courte distance, sur tout ce qui va être relance. Et c'est des aspects qu'on néglige souvent et qui pourtant sont déterminants sur les courses, parce que c'est sur ces endroits-là où on peut, par exemple sur un triathlon sprint, sauter d'un groupe parce qu'on va avoir un déficit sur ce secteur-là. Ok, très intéressant, ouais. Ok. Et c'est ce qui va Donc, permettre de tirer tout le reste vers le haut.
En fait, la Mhm. plupart des athlètes, des gens qui font du triathlon, vont plutôt avoir des qualités d'endurance et pas beaucoup de qualités sur les secteurs hauts. Et l'intérêt, c'est de combler le déficit physio sur ces parties-là. Et souvent, c'est quelque chose qui va débloquer aussi sur tout ce qui va être facteur nerveux, sur de la coordination sur des intensités très élevées. Ça peut être aussi en course à pied, faire des sprints. En fait, c'est pas juste pour améliorer la vitesse, mais c'est aussi parce qu'on va avoir une cadence qui va être supérieure à ce qu'on fait d'habitude. On va avoir aussi souvent une amplitude, donc une capacité d'allonger sa foulée qui va être plus importante. Et quelque part, tous mes athlètes d'endurance qui sont bloqués sur un mode de fonctionnement, sur une cadence type, une amplitude type, ça leur permet de comprendre que en fait, on peut aussi allonger sa foulée, que ça nécessite une souplesse, une musculature un peu différente, qu'on a une cadence, des qualités de coordination qui sont très importantes à développer pour gagner en vitesse, même sur les intensités plus faibles. Donc on l'a vraiment compris, tout ça rejoint le même point, c'est on travaille les faiblesses pour avoir déjà le moins de faiblesses possible, mais aussi le plus grand panel de qualité possible. Ça, c'est la phase de prépa générale, donc euh, elle va, elle va nous emmener de 3 à 5 mois, si on la démarre maintenant, elle va nous emmener fin janvier, fin février, par là. Ça va dépendre aussi de la date de votre première compétition objectif. Une fois qu'on a passé cette phase-là, on attaque une deuxième phase qui est la phase plus spécifique. Qu'est-ce qu'on va travailler pendant cette phase de préparation spécifique? Alors, sur cette phase, on va commencer à répéter un petit peu plus les intensités qu'on va avoir lors des compétitions. Euh, Commencer à faire aussi des enchaînements vélo, course à pied, natation, vélo si on a la possibilité de le faire, voire même sur une journée, se dire le matin j'ai fait une natation sur une intensité type, le soir je vais faire un vélo sur une intensité type, mais commencer progressivement à préparer le corps à faire du triathlon, à faire un enchaînement de disciplines qui est assez différent au niveau moteur, au niveau qualité nécessaire. Euh, et, euh, et voilà, en fait, c'est juste se dire, je commence à rentrer dans une démarche où je prépare des compétitions. On commence à avoir en tête le fait que euh, on a des compétitions qui arrivent, on se rapproche un peu de ces intensités. En termes de durée, ce qu'on a écrit là, c'était 3 à 4 mois. En fait, ça va dépendre aussi du temps qui nous reste à partir d'aujourd'hui jusqu'à notre première compétition objectif. Euh, cette Puis, préparation, cette puis préparation spécifique, elle est hyper, elle va prendre des formes bien différentes. Autant on peut avoir des parcours qui sont un peu plus proches sur la partie hivernale, sur la partie préparation générale. Par contre, là, on va arriver sur des choses où presque on va avoir une préparation par athlète sur cette phase-là. c'est un peu ça, en fait, sur cette préparation spécifique. Il y a un peu un schéma qui nous permet d'arriver en forme sur cette compétition-là. Et autant sur autant sur la partie préparation générale, on peut faire des choix qui vont nous permettre d'avoir des gains sur la saison. Autant sur cette partie préparation spécifique, il y a des choses qui sont assez similaires suivant les distances qu'on va préparer, mais c'est quelque part bachoter ce qu'on va devoir faire, donc préparer des intensités, préparer des enchaînements, euh, faire des situations techniques, donc réviser ses transitions, ce genre de choses. C'est tout ce qui rentre dans cette préparation spécifique, mais c'est quelque chose d'assez cadré et d'assez répétitif, j'ai envie de dire. Et en fait, on sait qu'à travers cette partie-là, suivant les personnes, on va se dire, moi, je sais qu'au bout de 7, 8, 9 semaines sur tel schéma d'entraînement, je sais que je vais arriver en forme pour les 3, 4, 5 semaines qui arrivent derrière à partir de, à partir de mon objectif quelque part. D'accord. Euh, la préparation spécifique, elle se termine pas non plus exactement le jour de la compète.
Euh, il reste une petite phase qui est la phase numéro 3 qu'on a identifiée là. C'est la phase d'affûtage. C'est un mot qu'on entend pas mal. Comment est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe pendant cette phase d'affûtage? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ne fais plus? Et c'est quoi son objectif? L'idée de l'affûtage, en fait, c'est de se dire qu'on garde le maximum de conditions physiques possibles qui a été développé sur les phases précédentes, tout en étant dans une période de récupération. En gros, l'idée, c'est de maintenir des intensités assez élevées, de réduire le volume global pour que le corps en fait ait une sensation de facilité sur ces 1 à 2 semaines et qu'il soit dans une période où il commence à se régénérer un petit peu, tout en gardant le maximum de potentiel qu'on a développé sur les phases d'avant. Donc en fait, c'est garder le même niveau, mais avoir une sensation de fraîcheur pour avoir le maximum d'énergie possible sur la course. Cette phase, elle est plutôt intéressante sur des longues distances parce que on sait qu'on va avoir un schéma d'entraînement type pour être bien sur cette course-là. Donc en général, cette phase d'affûtage, c'est un mini bloc assez intense sur les 9 à 11 jours précédant la course, une phase plutôt de récupération d'endurance et entre les deux et à nouveau un gros bloc à J-4, J-3, J-2 suivant les athlètes euh, pour avoir à nouveau une stimulation et après plutôt une phase de récupération jusqu'au départ de la course. Et on sait que en réalisant à peu près ce genre de bloc, donc sur les 15 jours avant la course, on sait qu'on arrive en forme et au maximum de nos capacités le jour J. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est inclus alors dans tous les programmes qu'on vous propose et notamment dans toutes les parties spécifiques des programmes. Ça, c'est un truc qui a été particulièrement travaillé. C'est comment est-ce qu'à la fin de mon programme, j'arrive en ayant à la fois la courbe de forme la plus haute possible, mais la courbe de fatigue la plus basse possible pour pouvoir essayer de maximiser son potentiel tout en limitant sa fatigue. Euh, cette phase-là, finalement, elle dure, comme tu l'as dit, 1 à 2 semaines. Elle est même parfois un petit peu plus petite pour la courte distance. L'idée, c'est qu'elle nous amène à notre phase de compétition. Après la compétition, on repart pas tout de suite à l'entraînement. Il y a quand même une phase de récupération à anticiper. Donc sur cette phase de récupération, déjà ça va être très dépendant des courses qu'on va faire. Si on fait des courses courtes, on va avoir moins besoin de récupérer. Donc par exemple sur un triathlon sprint, en général je trouve ça bien de faire un sport porté, donc soit natation vélo le lendemain pour permettre de récupérer un petit peu mieux. Et en général si la compétition a lieu le dimanche, en général le mardi c'est bien de faire un jour off pour vraiment décharger et accentuer ce process de récupération. Et en général, c'est aussi le jour où on a le plus de risques de blessures et on ressent le plus la fatigue. En général, le lendemain, ça va. Le surlendemain, on a vraiment le gros coup d'arrêt. Et, voilà. Et après, si la distance augmente, donc plutôt sur M, 3-4 jours, et sur long, ça peut aller jusqu'à 1 semaine, 10 jours de redescente ou plutôt d'exercices en endurance fondamentale. Donc voilà, vraiment facile, avec avec aucune intensité et plutôt de la distance. Donc voilà. D'accord. Euh, donc, on l'a vu, prépa foncière sur les mois d'hiver, prépa spécifique à la fin de l'hiver, au début du printemps pour nous amener à nos premières compétitions, une phase d'affûtage avant la compète et une phase de récup après. Je en profite pour prendre une petite question qui nous a été posée. Est-ce que dans la phase foncière et dans la phase spécifique, nous demande Denis, est-ce qu'on a des semaines plus légères? Alors, moi, je sais que la réponse est oui, il y a des semaines plus légères. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu les as construites, Max, et toi, quelle est ta logique derrière ces semaines plus légères qui permettent l'assimilation du travail? En gros, moi, l'idée dans le process d'entraînement, c'est d'essayer de garder un volume optimal et d'être assez proche de ce volume optimal une bonne partie de la saison.
En fait, notre organisme, il réagit suivant les stimulations qu'on va faire à l'intérieur, mais il va avoir vraiment un process de continuité d'entraînement et en fait de consistance. Et très en dessous de ce volume-là, on va avoir des processus de désentraînement qui vont apparaître. Très au-dessus, notre organisme, il va pas être en capacité d'assimiler. En général, à partir de 2, 3 semaines, ça commence à coincer sur ce genre de process. Donc, l'idée, c'est d'être un peu toujours assez proche de notre volume optimal. Et ce volume optimal, on se rend compte que c'est quelque chose qu'on va bien assimiler au niveau de notre fatigue quotidienne. Et ce volume optimal, il nous permet d'avoir une progression qui est plutôt faible, mais durable dans le temps. Mais en fait, l'idée, c'est de se dire, à travers toutes ces phases-là, bah, j'ai une phase de progression qui est lente et régulière parce que je suis sur un process de progression qui est moyen-long terme. Si je sors trop au-dessus ou en dessous de ce volume global-là, bah, je sais que je vais prendre un risque et que potentiellement ça peut payer sur du court terme. Potentiellement, je peux aussi tout perdre sur du court terme et ça va impacter le reste de ma saison. Donc moi, l'idée, c'est vraiment d'avoir une continuité et de passer au travers les blessures sur toute la période hivernale. Ok, c'est très clair, très bien. L'idée, c'est mais ça, j'ai l'impression qu'on le répète souvent lors des lives et dans les contenus, c'est que l'objectif, c'est pas de faire des semaines à 12, 15 heures, 18 heures pour derrière se, être obligé de redescendre à des semaines à 4, 6 heures. Non, l'idée, c'est si vous voulez préparer du long, restez autant que possible aux alentours de vos 8, 10, 12 heures d'entraînement, mais la régularité paye bien mieux que des grosses semaines qui vont nécessairement, par manque de dispo, par sursollicitation, devoir être suivi de semaines avec 6 ou 8 heures d'entraînement. Donc vraiment, la régularité est le maître mot là-dessus. Dernière phase, et c'est un point hyper intéressant qui est plus compliqué, je trouve, c'est, voilà, je suis arrivé maintenant à la fin de la récupération de mon premier objectif de la saison. Comment est-ce que je gère la suite de ma préparation jusqu'à mon second objectif? Sachant que par définition, j'ai pas le temps de refaire une prépa générale, une prépa spécifique de l'affûtage, il me reste logiquement pas assez de temps. Comment est-ce qu'à la fin de cette première compétition, je me prépare pour gérer la deuxième partie de ma saison? Alors moi sur cette partie-là, bah, j'avais déjà un petit peu répondu avant, mais en fait sur cette phase de récupération, bah, il y a pour moi une mini coupure. Et en fait sur l'organisation de la saison sur juillet, août, je vais avoir potentiellement 5, 6, 7 semaines pour me dire que j'ai le temps de rebosser un mini point faible ou quelque chose qui n'a pas été sur la première partie de saison sur cette partie-là et que je rebascule derrière sur plutôt du spécifique, donc plutôt des enchaînements pour commencer à préparer ma deuxième partie de saison. Mais sur cette partie juillet-août, un peu transition, bah pour ma part, c'est souvent rebosser des intensités élevées qu'on a fait plutôt en début de saison parce qu'on a moins l'habitude de les faire en compétition et que je trouve que c'est quelque chose qui est plus impactant pour la suite de la saison. Euh, et ensuite, bah, commencer à re-rentrer dans un process bah, d'enchaînement, de répétition des intensités qu'on va avoir en compétition. Voilà, c'est vraiment mon organisation sur cette deuxième partie de saison. Ok, eh ben écoute, je pense Max que c'est assez clair. Si on doit répéter les étapes qu'on vous a présentées là, donc dans l'ordre, on s'est dit, hein, euh, on est fin octobre. Si c'est pas encore fait, prenez le temps de bien soigner votre coupure annuelle. Prenez le temps de recharger les batteries, de tout remettre au carré avant de réattaquer 2025. Ensuite, pendant ce temps-là, l'étape suivante, c'est de faire le bilan de sa saison passée et de conserver ce qui a à conserver pour l'année à venir et de corriger ce qui a moins bien fonctionné. L'étape d'après, c'est aussi de poser concrètement sur papier
quels sont les moyens que vous allez mettre en œuvre pour atteindre vos objectifs de l'année 2025. Étape suivante, déterminer vos compétitions clés. Et enfin, planifier vos cycles d'entraînement. En fait, si vous voulez, sur les 4 premières étapes, c'est des choses que vous pouvez faire plutôt en autonomie parce que c'est assez personnel. Après, sur l'étape numéro 5, c'est plus compliqué. Planifier ces cycles d'entraînement, ça nécessite une vraie expertise. Euh, c'est aussi pour ça que nous, on a créé ces programmes d'accompagnement. C'est aussi pour vous permettre de recevoir sur un plateau directement l'ensemble de votre prépa. Que vous n'ayez pas ces questions-là finalement de différents cycles, différentes intensités, différentes qualités travaillées tout au long de l'année, et de pouvoir finalement, avec notre expertise et l'expertise de Maxime, vous servir ça sur un plateau et que vous ayez juste à, certes, comprendre les choses, mais monter dans le train et suivre l'agenda qu'on vous propose comme programme tout au long de l'année. Euh, Maxime, merci beaucoup pour ta dispo. Je pense que le sujet a été très clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. On reste là encore 2 minutes si vous avez des choses à nous demander. Je pense qu'on a traité pas mal de points qui avaient été évoqués dans le chat. Max, est-ce que pendant que les questions arrivent, s'il y en a, tu as un dernier mot là-dessus pour clore la présentation? Donc oui, moi l'idée en fait, à travers Essentiel, à travers les programmes qu'on a pu construire, c'est d'essayer de se dire qu'on propose des contenus qui sont très diversifiés, qui vont permettre d'aborder beaucoup de choses d'un point de vue technique, d'un point de vue physique, enfin sur une partie nutrition aussi qu'on peut tester et se dire qu'en fait, pour progresser, il faut faire un petit peu de tout le temps. Comme on a pu l'aborder sur la partie nutrition, en fait, se dire il n'y a pas de recette miracle pour chacun d'entre vous. Par contre, il y a beaucoup de choses à piocher dans chacun des éléments qui, mis bout à bout, peuvent vous permettre de passer un cap sur telle discipline ou sur telle intensité euh, à travers vos entraînements. Donc, la vraie difficulté de la construction du programme, c'est de se dire qu'en fait, on va avoir un petit peu toutes les intensités dans telle proportion, dans telle discipline, et d'avoir une sorte de planification tournante, parce qu'en fait, l'idée d'entraîner en triathlon, euh, c'est d'avoir des gains qui sont transférables d'une discipline à l'autre. Donc, c'est pas parce que je vais miser beaucoup sur la partie natation ou beaucoup sur la partie vélo, beaucoup sur la partie course à pied, que je vais progresser sur cette discipline-là, que ça va pas avoir un impact sur tous les autres. Ok. Euh, Très intéressant. J'ai une question de Clément, côté matériel, qui nous demande, est-ce que c'est indispensable des prolongateurs pour terminer un L en montagne? J'ai ma Euh, petite idée, mais je veux bien l'avis du coach. tu connais mon avis sur les prolongateurs en plus, donc non, pour moi, quand on veut terminer un long, il n'y a pas d'obligation d'avoir des prolongateurs. Euh, déjà parce que les prolongateurs sont pas adaptés en termes de position pour être placés sur un vélo de route et que du coup, d'un point de vue biomécanique, notre corps va pas être en capacité de fonctionner de manière optimale avec des prolongateurs sur un vélo de route. Et en plus, pour un triathlon en montagne, le prolongateur, il va pas te servir en montée, il va a priori pas te servir en descente. Il va peut-être te servir sur une partie en vallée, donc l'intérêt, ça va être surtout pour ces parties-là, surtout s'il y a du vent, mais voilà, ça peut être le seul intérêt, mais c'est pas, pour moi, c'est pas quelque chose d'indispensable pour terminer un triathlon longue distance en montagne. Super Max, merci beaucoup. Ça, comme le reste, a été très clair. Merci d'avoir pris le temps d'avoir passé tous et toutes ce moment avec nous. Euh, bonne coupure si c'est pas encore fait. Bon début de saison. Prenez le temps de soigner vos objectifs si vous les avez pas encore couchés sur papier, de prendre le temps de faire le point sur vos dispos, sur vos envies, sur l'année à venir. C'est une période chouette parce que c'est le moment où on couche nos objectifs sur papier, où on sent que on a des nouveaux défis qui s'ouvrent sur la saison à venir. Donc c'est toujours très euphorisant. Donc profitons-en, ça nous donne de l'énergie après pour partir à l'entraînement cet hiver
et à sortir le vélo les dimanches matins où il va pleuvoir, faire froid, etc. Donc, franchement, on espère que ce live vous aura permis de bien préparer l'hiver et la saison 2025. Merci à vous. Très Merci à bonne soirée. tous, merci à toutes. Salut, ciao, bonne soirée.